Évidemment que vous vous en rendez bien compte, la couleur dominante du moment en Côte d'Ivoire, c'est la couleur orange, parce que nous vivons l'une des plus belles histoires que la Côte d'Ivoire ait connue en matière de sport. Évidemment, avec cette chanson, on ne peut que dire OK. Écoutez les amis, Oh my God. le rêve se poursuit. Beaucoup ont parlé de miracle. Nous, ici, on parle de l'impossible possible. Tous les superlatifs sont sortis dans toute la presse mondiale pour qualifier ce que vit la Côte d'Ivoire, ce que les éléphants de Côte d'Ivoire font vivre à leurs supporters, aux éléphants de Côte d'Ivoire, aux supporters eux-mêmes. C'est quelque chose d'extraordinaire. On souhaitait évidemment encore et toujours revenir sur cette rencontre. Ce sera le cas ce soir, Christelle, mais avant, on ne recevra pas ici, j'en parle un coup, Martial Gourou. J'aurais tellement aimé le recevoir, parce que depuis quelques jours, sur les réseaux sociaux, la toile, il y a une forme de lynchage, et nous sommes partisans de la liberté d'expression, et surtout de la liberté d'opinion. Les uns et les autres doivent émettre leurs opinions, c'est ce qui construit la démocratie, c'est ce qui bâtit la passion autour de notre pays. Donc je voudrais quand même adresser une salutation à Martial Gourou, un confrère qui est en ce moment un tout petit peu malmené, et il faut que chacun revienne à la raison. On a le droit d'être en désaccord, mais il faut l'exprimer tout simplement. Et c'est ce qu'on offre ici à l'ensemble de nos amis. Christelle, bonsoir. Bonsoir André, vous allez bien? Oui, ça va plutôt bien. C'était bien hier? Oui, c'était bien, je vous ai fait faux bon. En fait, en réalité, je me suis perdu, je venais à la télé, et tout d'un coup, je me rends compte que je suis au stade. C'est ça, c'est beau ça. Alors André qui m'appelle à quelques heures. Bonsoir Christelle, ça va? Je dis oui, ça va, tu es à quel niveau? En fait, je suis dans un embouteillage. J'ai dit, ah d'accord, ok, bah, écoute, c'est pas grave, tu peux venir rapidement. Il dit, en fait, je suis dans un embouteillage en direction des voilà. Mais c'était de bon aloi. Bonsoir chez vous, j'espère que vous allez bien. C'était magnifique hier, André. C'était extraordinaire. Ce pays revient de loin. La Côte d'Ivoire, c'est plus qu'une nation. Ouais. C'est une identité, c'est un peuple, c'est une histoire. Et voilà, c'est beaucoup de passion. Bonsoir encore une fois chez vous. Bonsoir notre plateau. Talman, notre cher ami Cyril Marshall, bonsoir. On parlera de vous, avec vous, enfin de votre œuvre. D'accord. Sarah, bonsoir. Bonsoir Christelle, vous allez bien? À tous. Élisée Boloube, cher prophète. Voilà. Soyez salués depuis votre position. Il ne faut surtout pas oublier le prophète, c'est important. Bonsoir Christelle. Bonsoir Marius Komoé. Bonsoir Christelle. Voilà, notre plateau, comme j'aime à le dire, est 7. On y va tout de suite. Vous le savez, cette CAN 2023 aura son épilogue dimanche prochain, mais on a connu encore un autre événement, un autre épisode quand même très important. Après tout ce que la Côte d'Ivoire avait réalisé, on se disait, au regard du fait que les Congolais étaient habités par l'histoire de leur pays, comment les éléphants allaient-ils se comporter? Allaient-ils parvenir à battre ces Congolais qui étaient gonflés à bloc et qui voulaient donner dans de la symbolique? C'était une question importante. Exactement, et justement, on en parlait hier. On se disait, comment est-ce que les éléphants allaient réagir face à ce bandeau noir qui représentait toute la souffrance et toute la douleur d'un peuple? Mais malgré cela, ils ont respecté l'adversaire. Et puis voilà, le Tout-Puissant a décidé, avec la bonne volonté des éléphants et de Faye Emers, il ne faut pas l'oublier, André. On ne l'oublie pas, on parlera de tout ça, Faye Emers, et de tout ce qui a permis à la Côte d'Ivoire de gagner. Mais avant, Gérard est avec nous, il va nous faire un petit point de la rencontre à travers donc, sa rubrique 6 minutes sport. On démarre maintenant. Gérard, encore une fois, bonsoir. Rebonsoir Christelle, bonsoir à tout le monde. Le coup du marteau a retenti cette fois-ci pour les léopards, contre les léopards de la RDC. C'est exactement cela. En tout cas, comme à son habitude, la Côte d'Ivoire a balbutié les premières minutes de la rencontre. Disons grosso modo 30-35 minutes, voilà, puisque l'équipe de la RDC, quant à elle, était bien en place. Et les Ivoiriens, comme à leur habitude, ont commencé à jouer au-delà de ce temps-là. Ils se sont très rapidement repris en main pour finalement imposer leurs pattes, sinon pour placer la patte sur la tête du léopard. Voilà. Et puis tout cela s'est concrétisé quand, à la 65e minute,
un certain Max Alain Gradel déboule sur le côté droit. Il enrhume Arthur Maswaku, voilà, il enrhume et il fait un centre là comme ça en cordeau. Et puis à la réception, on a Sébastien Haller qui, d'un lobe, d'une frappe topée, comme ça, il trompait, voilà, justement, voilà. On peut lui donner plusieurs noms, d'autres disent topé, on dit lobé, bon, voilà, de toute façon, il a juste un passé Lionel et puis ça fait... Certains l'ont comparé au personnage de dessin animé Benjamin. Bah, voilà, oui, c'est vrai, l'exécution... Personne ne voyait ce but dans les filets, en vrai. Bon, de toutes les façons, moi j'estimais qu'il était topé, il était aussi lobé. Passy Lionel, le gardien congolais, n'a absolument rien vu, c'est parti au fond des filets. Ça faisait 1-0 pour la Côte d'Ivoire, rien n'allait bouger jusqu'à la fin, jusqu'à la 95e minute, avant que l'arbitre, M. Moutaz, ne siffle la fin de la rencontre. La Côte d'Ivoire était qualifiée pour la finale. Est-ce qu'on peut dire que sur cette rencontre, par rapport à ce qu'on a vu, les Ivoires, on peut dire que les éléphants ont joué vraiment sur leur qualité, ont montré leur qualité dans notamment le contrôle de la partie? Globalement, oui. C'est justement pour ça que je disais tantôt, les 30 premières minutes ont été un tout petit peu compliquées, certainement à cause de l'enjeu. Voilà, c'est une finale à jouer derrière, hein. Ça n'est pas toujours évident. Et puis bon, il y a aussi la pression du public, 60 000 personnes à vous encourager, ça n'est pas évident. Mais après, petit à petit, la Côte d'Ivoire est sortie de sa torpeur pour retrouver le fond de jeu qui est le sien depuis la 8e de finale face au Sénégal, pour finalement venir à bout de ces léopards du Congo. Et finalement, on ira donc en finale avec le vert blanc-vert, le Nigeria, et tout le groupe sera au complet. Bien sûr, voilà. Bon, vous le saviez, hein, les amis, que ce soit Serge Aurier, le capitaine, ou Mardi Akité, Christian Kouamé ou Kosonou Odilon, ils étaient donc suspendus face au Mali pour cause, face à la RDC hier, pour cause d'accumulation de cartons, soit avant le match ou pendant le match. Voilà, eh bien, nous allons retrouver ces chers amis le dimanche prochain au grand complet, puisque tout ça est mis à plat, tout est mis à zéro. On y va, donc les 27 seront là pour aller conquérir, pourquoi pas, la 3e couronne de la Côte d'Ivoire. Alors, comment la presse ivoirienne a réagi après tout ça? Parce qu'on sait que la presse était très dubitative après le 29, on va dire, la journée du 29 janvier. Exactement. En tout cas, la victoire des éléphants a donné lieu à des titres... parfois amusant, soyeux, un peu taquin aussi par la même occasion. On va commencer par Fraternité Matin qui a titré comme ça « Cap sur la coupe ». Derrière ça, il y a Abidjan 24 qui a dit, lui, Dieu est ivoirien. Quant au Nouveau Réveil, il a dit merveilleux éléphants. Et puis bon, pour terminer, justement, il y a Le Mandat qui a titré simplement comme ça que les éléphants domptent les léopards. Voilà. Moi, je voulais quand même vous partagez le titre du journal Eurosport qui a dit Côte d'Ivoire, l'interminable conte de fées. Tiens, voilà. Dis donc, je pense que ça résume très très bien la situation. Mais en tout cas, Gérard, merci beaucoup. Vous ne partez pas, vous restez avec nous. Ça vous va? Ah, ça va. Très bien. Bon, on a fini pour le 6 minutes sport, mais restez avec nous. Très bien, c'était donc le 6 minutes sport de Gérard, mais on vous rappelle, justement, vous connaissez nos chroniqueurs habituels, mais nous avons à côté donc Série Marchal qui est écrivain, elle est avec nous, Christelle, parce que justement, un ensemble d'écrivains a réussi à nous proposer un bouquin qu'ils ont intitulé Le Livre de la CAN. Exactement, il s'agit de Abdallah Koné, Agodio Mathurin, Emeraude Diolo, Emerance Kakou, Oli Dolores, Marchal Série et Patricia Oura, un collectif d'auteurs, donc comme André le disait, qui se sont mis ensemble pour écrire Le Livre de la CAN. Pourquoi déjà? Nous avons écrit ce livre parce que nous, en notre qualité d'écrivain, avons voulu, pour notre part aussi, apporter notre contribution à la réussite de la CAN. Et donc, l'objectif, c'était de pouvoir organiser notre CAN culturelle à nous. C'est votre CAN culturelle. Donc, en tous les cas, vous êtes témoin de ce qui se passe. Encore des éléments qui vont enrichir vos prochains bouquins, ce qui se passe en ce moment. On va commenter ça avec vous, vous-même, Série Marchal et l'ensemble de nos amis. Première réaction pour vous, cette finale-là, cette qualification hier représentait quoi pour vous? En fait, comment vous l'avez lu, cette victoire mon très cher Marius Komoé? En tant qu'Ivoirien, c'est avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de joie,
beaucoup d'allégresse que nous avons d'abord suivi l'ensemble du match. C'est cela. Ensuite, la délivrance venue avec, comme l'a souligné tantôt Gérard Tallman, est venue À la 65e. à la suite de ce coup de patte du grand Haller, Sébastien Haller, qui est resté d'ailleurs durant presque toute la rencontre un peu timoré, mais lui a fallu une nette occasion de but pour qu'il mette la balle, pour ne pas dire le cuir, dans les filets. Et donc la liesse populaire qui s'en est suivie ne l'a pas été sans nous. Nous avons vécu aussi, bien sûr. Et donc, nous comptons aujourd'hui mobiliser encore une fois, et beaucoup plus l'ensemble des concitoyens, à se mettre totalement, à se tenir prêts pour la finale. Et la finale, c'est le dimanche. On va célébrer notre propre CAN et notre propre coupe qui ne quittera pas les bords de la lagune ébriée. Élisée Boloubeu, on en parlait hier, hein, avant de se quitter, on parlait de pronostics, mais vous étiez sur votre côté prophète et vous disiez que la Côte d'Ivoire gagnera le Congo. Vous étiez tellement sûr. Est-ce que dans la progression du match, à un moment donné, vous avez douté, Élisée Boloubeu? Non, à aucun moment du match, je n'ai douté. Parce que de toutes les rencontres que les éléphants ont jouées, je pense pour moi que c'est l'une des rencontres les plus abouties. Celle qui a eu lieu hier. Parce que dans les transmissions étaient parfaites, les couloirs étaient bien maîtrisés, les transmissions, comme je le dis, étaient parfaites, les jeux étaient vraiment chaloupés. On sentait vraiment une équipe qui était dans un terrain conquis. Et la logique pour moi, une fois, en tout cas en ce qui concerne le match des éléphants, a été respectée. Celle-là de voir les éléphants remporter le gain du match. C'était une rencontre qui a été dominée de bout en bout par les amis, voilà, les poulains de Faye et Mers. Et donc, c'était plus ou moins prévisible qu'on ait un tel résultat. Quand on voit la physionomie du match, les éléphants, pour moi, ont été à la hauteur de ce que leur coach avait dit quelques jours avant, à savoir que, contrairement aux autres matchs, pour ce match, il fallait que les éléphants de Côte d'Ivoire puissent déployer leur jeu. Et on a vu une fois qu'ils ont vraiment déployé leur jeu. Gérard, les Ivoiriens ont déployé leur jeu, mais il y avait quelques interrogations, parlons-en. Il y avait 4 titulaires, comme vous le dites si bien, en puissance. Et même quand ils sortaient du banc, c'était vraiment des joueurs importants qui n'étaient pas là. Est-ce que ça vous faisait craindre l'entrée des éléphants dans cette rencontre? Au final, vous vous êtes dit, on a un effectif qui est plutôt taillé pour... Au risque de me répéter, je le disais déjà hier, Faye Emers, quand il a pris fonction, il a dit ceci, j'ai un groupe. Je sais exactement quoi en faire. Voilà, et donc je crois que moi j'étais vraiment serein. Je me disais, c'est vrai, ce sont des éléments importants, tant au niveau de la défense que de l'attaque qui ne seront pas là. Mais Faye Mess maîtrisant son groupe, et surtout avec la science tactique qu'on lui connaît, j'étais sûr qu'il allait nous inventer quelque chose. Et effectivement, il a fait. Bon, et puis voilà, ça a marché, comme d'habitude. On reviendra sur André, sur les nouveaux entrants. On a vu un Amani qui bouge un peu comme Iniesta. On reviendra là-dessus. Mais Sarah, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez des échos de la victoire des éléphants du côté du Maroc et de Casa? Parce qu'on voit des images circuler sur la toile. Oui, c'est assez incroyable au Maroc. À chaque fois que la Côte d'Ivoire remporte un jeu, on fait la fête comme si c'était nous. On est très contents, on est très heureux. Je vous confirme que hier, il y avait non seulement des Marocains avec des tambours, et il y avait des Ivoiriens qui étaient dans des maillots, c'est-à-dire des maillots du Maroc, quoi. C'est clair. De la Côte d'Ivoire, mais c'est fou la symbiose que tout ça a créé. Ces deux pays, oui, ça a créé, enfin j'ai envie de dire peut-être même ça a renforcé un lien qui existait déjà, mais encore plus aujourd'hui, et j'en suis très contente personnellement. Mais bon, hier soir, on a encore une fois assisté à un match incroyable. J'ai envie de dire qu'on a l'impression que le miracle continue. On commence peut-être même à prendre l'habitude d'assister à des matchs aussi beaux. La première mi-temps, effectivement, était un petit peu difficile. Il y a eu pas mal de ratés, j'ai envie de dire, enfin d'occasions manquées. Mais voilà, il y a eu cette libération à la 65e minute. Et j'ai l'impression que par rapport peut-être au match face au Sénégal, il y a un petit peu plus de confiance, il y a plus de... je sais pas, l'équipe a l'air d'être bien plus soudée. C'est aussi l'expérience, à force de jouer, voilà, ça prend et on le ressent. Et j'ai envie de dire, enfin voilà, c'est sans surprise, après avoir battu, j'ai envie de dire, l'équipe tenante du titre, c'est un petit peu une suite logique. Comme je dis, voilà, on prend l'habitude, on sait qu'on arrive en finale, c'est absolument magnifique.
Et on ne peut plus dire, j'ai envie de dire aujourd'hui, voilà, toutes les fois où j'ai entendu oui, mais la Côte d'Ivoire a eu de la chance, ou il y a eu une petite erreur d'arbitrage, ou quoi. On ne peut plus dire ça aujourd'hui. Les Ivoiriens sont forts, ils ont été excellents, on l'a vu et revu. Ils sont parfaits dans leur imperfection. Et voilà, c'est une victoire méritée, c'est vraiment la chose que je voulais souligner ce soir. Je voulais, avant de revenir, Gérard, avec vous, on va évidemment, j'imagine que Marshall Seri n'est pas, j'allais dire, un grand spécialiste de foot, mais bon, je voulais quand même revenir avec vous sur le côté un peu romanesque de toute cette histoire, parce que parlons un peu, vous êtes écrivain. Est-ce que ce que la Côte d'Ivoire traverse, ça vous fait penser justement à une histoire qu'un écrivain aurait pu, j'allais dire, sortir dans un de ses bouquins? Parce que ça me rappelle justement ce qu'a dit à ce journaliste de Canal+, quel est cet écrivain fou et qui a écrit ce scénario de malade. Et donc, est-ce que ça, vous, en tant qu'écrivain, quand vous assistez à une telle histoire, ça vous donne des idées, vous vous dites « Waouh, j'aurais pu l'écrire ». Oui, forcément, sinon les victoires des éléphants donnent forcément des idées, mais pour être honnête, je ne suis pas sûr qu'il se trouve un écrivain qui aurait été capable de pouvoir prédire un tel scénario. Parce que c'est merveilleux. On ne pouvait pas imaginer que la Côte d'Ivoire, quasiment éliminée dans les poules au début de la compétition et qui se retrouve aujourd'hui en train de jouer la finale et qui, plus important, se qualifie sur la pointe des pieds. Il se qualifie à 90e minute, on égalise, 120e, on prend le dessus. Je veux dire, c'est tellement fabuleux. Et c'est vrai que c'est plaisant en termes de scénario. C'est intéressant à voir, à lire, mais je ne suis pas certain. Il y a une trame à développer. Il y a une trame à développer, oui, mais je ne suis pas sûr qu'un écrivain aurait pu faire ça. Les écrivains, ils sont assez imaginatifs. Oui, mais quand même, je fais confiance à des écrivains tels que le grand frère Gauze, il a ses beaux gestes techniques-là. Oui, il peut. Alors, essayons de revenir avec vous, Gérard, à ceux qui sont rentrés, parce que c'était l'inquiétude de tout le monde. On a 4 personnages très, très importants dans le dispositif de Fayet qui ne sont pas là. Et on découvre également d'autres personnages, d'autres joueurs qui arrivent, mais qui sont exceptionnels. On parle d'un Amani qui, je le disais, quand on regarde un peu son bouger sur le terrain, on pense à Iniesta et à d'autres grands joueurs. Comment est-ce que vous voyez un peu ces nouveaux entrants? Ok. Avant, très rapidement d'en arriver là, on disait tantôt que ce match-là est le match le plus abouti des éléphants. Il y a quelques chiffres, en tout cas, qui le prouvent. Déjà, c'est 53% de possession de balle, c'est 14 tirs, 2 tirs cadrés, 1 but, c'est 0 carton jaune, c'est 0 carton rouge. C'est pour vous dire que les éléphants avaient effectivement la patte sur cette rencontre-là. Lazare Amani, qui lui est rentré, me semble-t-il, à la place de Seri Jean-Michel, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'avenir. Voilà, on sent que dans ce milieu de Côte d'Ivoire, au cas où il y a une défection, au cas où il y a vieillesse, c'est vraiment quelqu'un sur lequel la Côte d'Ivoire pourra compter, en tout cas pour les années à venir. N'oublions pas que notre ami Franck Kessié, c'est vrai, il donne ce qu'il faut donner et tout. Mais bon, il y a aussi le poids de l'âge qui, à un certain moment, va commencer à se faire sentir. Donc, c'est toujours important d'injecter un nouveau souffle dans une telle équipe qu'est la Côte d'Ivoire. Mais à part Amani, est-ce qu'il y a eu d'autres, il y a eu des entrants? Est-ce qu'il y a d'autres noms qui vous ont tapé à l'œil, Élisée? Je pense qu'Amani, je vais dire, c'est le nouveau. C'était la découverte. Sinon, les autres, ils ont déjà disputé quelques rencontres, même si ce n'est pas forcément en qualité de titulaire. Voilà. Mais je voudrais revenir un peu sur Lazare Amani, qui, comme vous l'avez dit, a fait une excellente prestation pour moi. Ce n'est pas toujours évident qu'on tombe dans un bain comme ça, à un tel niveau de compétition. Quand même, c'est 25 ans, c'est vrai, mais c'est pas quelqu'un de très âgé, 25 ans quand même, c'est vrai, et tomber dans une compétition à une phase importante comme la demi-finale. Mais on a senti quelqu'un qui est vraiment avec la maîtrise. Il évolue dans le championnat belge, Lazare Amani. Mais ça m'a permis, le cas de Lazare Amani et d'Adengra m'a amené à me poser des questions. Lazare Amani a été formé à Dakar, dans un centre de formation à Dakar. Adengra a été formé dans un centre de formation au Ghana. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, voici des produits qui nous apportent une satisfaction. Pour dire effectivement que l'avenir du football, c'est la formation. C'est clair. Et ça, il faut qu'au niveau de nos instances dirigeantes du football et vraiment au niveau même de nos clubs ici, il faut qu'on mette l'accent sur la formation. C'est en cela qu'on pourra glaner des lauriers sur du long terme, pas des lauriers à court.
par à coup. C'est-à-dire aujourd'hui on gagne, après on perd. Il faut vraiment qu'on puisse mettre l'accent dessus. C'est des enseignements, je pense, qui doivent quand même, qu'on doit pouvoir tirer au sortir de cette CAN-là. Bien sûr, ça, Élisée, pour être rassuré, hein, oui, bien sûr. Les chiffres l'ont démontré. La Côte d'Ivoire est, en tout cas en Afrique subsaharienne, le pays où il y a le plus d'académies de football. Donc je pense qu'aujourd'hui, ceux qui n'arrivent pas à avoir leur place ici, même quand ils vont ailleurs, ils arrivent à taper aux portes de l'équipe nationale. Et Oui, ça, c'est la satisfaction qu'on peut avoir. Oui, je partage. Quand on parle d'académie de football, on est d'accord. C'est vrai qu'il y a des centres de formation, mais vraiment, je dis qu'ils sont qui remplissent toutes les conditions et qui ont vraiment un profil de carrière pour les gens qu'ils forment en réalité. Parce que c'est vrai, si c'est juste avoir une académie, on reçoit des jeunes gens où on n'a vraiment pas d'avenir ou de profil de carrière pour ces jeunes, ça ne sert à rien. Donc ça aussi, c'est quelque chose. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, on a quelques écoles qui le font, mais je pense qu'on peut encore faire mieux. C'est ce que je veux juste dire. C'est vrai que là-dessus, c'est vraiment très intéressant. Mais en même temps aussi, les instances dirigeantes du football ivoirien ont le nez creux. Par exemple, écoute, il y a Yaya Fofana. Aujourd'hui, tout le monde acclame. Voilà, c'est quelqu'un qui était vraiment dans le cursus français. Et ils sont allés le chercher aujourd'hui. Voilà, ils donnent satisfaction à notre équipe. Ça aussi, c'est important de relever dans cette affaire de formation telle qu'on le dit. On espère aussi du coup que cette CAN nous permettra de mettre l'accent sur l'importance, comme tu le disais, de la formation des joueurs, mais aussi de celle des coachs. Et pas qu'en Côte d'Ivoire d'ailleurs, parce qu'on voit bien que ça peut très bien porter ses fruits. Ah, vous faites bien de parler des coachs, justement en parlant de ce qui arrive autour de Faye Emers, parce que c'était la grosse inconnue après la nomination de Faye Emers. On se demandait bien, est-ce qu'il allait faire mieux ou pire que son prédécesseur et sur ça, on a dit beaucoup de choses, mais aujourd'hui, il est en finale. Comment on peut résumer quand même ce qui arrive à ce garçon de 40 ans, qui a eu même 40 ans le jour de sa nomination? Mais dès l'entame, déjà, dès sa nomination même à la tête donc, de cette sélection ivoirienne, il a été tout de suite incisif et très clair. Il a dit, si vous m'avez connu en tant que joueur, vous me verrez donc, vous verrez une nouvelle, pour ne pas dire une renaissance du football ivoirien à travers cette équipe que je prends en main. Et des joueurs donc l'ont démontré durant les 3 derniers matchs, parce qu'au final, ce n'est pas lui qui a fait la sélection des équipes, de la composition actuelle de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'est des éléments qui ont été totalement pris pêle-mêle par Gassé. Mais il faut dire qu'il était l'adjoint certes de Gassé, mais il n'avait pas les premiers rôles. Il n'avait pas donc à décider en tant qu'entraîneur principal. Vous pensez qu'aujourd'hui, le fait d'être au premier rôle, il réussit à mieux faire passer ses idées qu'il ne le pouvait. Mais il n'est même pas seul. Il est avec également Guy Demel. Parce qu'on ne le dit pas assez, on parle de Faye Emers, mais derrière Faye Emers se trouve un adjoint qui n'est autre que Guy Demel, qui fut aussi l'un des meilleurs footballeurs de ce pays et qui était, si vous voulez, un roc de la défense ivoirienne. Et donc, c'est des jeunes, pour ne pas dire des anciens, qui inculquent à cette nouvelle génération une nouvelle volonté de, surtout de la témérité, l'engagement, la solidarité qui manquait à notre équipe. Ce n'est pas les éléments en matière de gestion ou de pratique de football qui manquaient. Nos joueurs sont très bons, seulement on a des difficultés. Chaque fois que nous perdons un match, dès les 10 ou 15 premières minutes, on avait des difficultés pour remonter. Mais aujourd'hui, c'est toute une équipe nationale totalement rénovée. Élisée Boloube, restons sur le point de Faye Emers. Il vit une histoire merveilleuse, mais comment est-ce qu'on peut qualifier ce mindset qu'il a eu de prendre l'équipe à 4-0 ? Dans un état très piteux, la nation ivoirienne était en douleur. Et douleur, le mot n'est pas fort, mais nous étions carrément à terre, déchirés. Et il prend cette équipe-là dans ce stress, à ce niveau de compétition, et il arrive à bien faire le jeu et arriver aujourd'hui en finale. Est-ce qu'il ne devrait pas être confirmé comme entraîneur de la Côte d'Ivoire et qu'on passe à autre chose sur ce cas-là? Élisée, qu'en pensez-vous? Je pense que pour ce qui concerne la confirmation, bien peu d'Ivoiriens pourraient vous dire qu'ils ne pourraient pas être confirmés. La majorité des Ivoiriens aujourd'hui, si vous ne pas dire la quasi-totalité, vous diront aujourd'hui qu'ils ont trouvé leur coach. Voilà, le coach de la sélection nationale, en tout cas pour les prochaines années. Et sur la question de Faye, je pense que l'une des chances que nous avons eues, que la sélection nationale a eues, que les Ivoiriens ont eues, moi je pense sans vouloir vraiment être rabat-joie, c'est le fait que notre entraîneur second, c'est-à-dire Faye Emers, soit ivoirien. Moi je pense que ça comptait pour beaucoup. Parce que je ne suis pas vraiment sûr, pas que comme je dis, je peux être rabat-joie, mais que ce soit quelqu'un d'autre, d'une autre nationalité, qui ait vraiment, qui aurait pu être fouetté de cette manière
et vouloir en tout cas découdre. On a déjà gagné une coupe avec c'est pas ce que je suis en train de dire. La chance que Faye peut-être a eue, c'est le fait pour moi. Le Qu'il fait est le qu'on cœur à enlève la un nation. entraîneur principal et qu'on lui mette, lui qui est un Ivoirien, ce ressenti-là, c'est pas évident que quelqu'un d'autre l'aurait pu ressentir. Cette Quelqu'un douleur d'autre qu'on venant a ailleurs. sentie, c'est ça? Voilà, ça dit vraiment, c'est comme il se sentait vraiment touché au plus profond de lui-même. Ça, c'est déjà un. Deuxièmement, je crois que Faye MS, pour moi, le secret, hein, la réussite de Faye MS vient du fait que Faye MS ne regarde pas ses joueurs de haut. C'est-à-dire, il ne se voit pas quelqu'un, un coach, mais qui est supérieur et qui peut-être vient tout apprendre à ses joueurs. Moi, je ne pense pas. Je pense plutôt que Faye MS, le secret pour lui, c'est le fait qu'il... Élisée, j'ai bien vu que vous avez fini cette phrase-là, mais cette idée, c'est l'une des craintes justement de beaucoup de présidents de fédération quand ils nomment des étrangers. C'est le côté... la côté trop fonctionnaire. grande complicité, parfois la trop grande complicité entre un coach national et des joueurs, et parfois ça peut déboucher sur chose. Donc, sur cette idée-là, je ne sais pas si c'est vraiment le cœur de l'analyse qu'on peut faire sur EMS Maillet. Je ne sais pas si vous comprenez ma préoccupation. Je comprends. Est-ce que ce n'est pas dû au fait que... Est-ce que ce n'est pas dû au fait qu'Emers Faye, avant tout, est un professionnel qui est respecté par ses joueurs? Moi, je vais terminer un peu ma pensée. C'est vrai que vous avez dit que ce qui fait peut-être que les présidents de fédération ou bien les États choisissent des expatriés. Mais là, je vais dire, aujourd'hui, quand on regarde un peu l'évolution du football africain, je vais dire que cette thèse est remise en cause. Parce que ceux aujourd'hui qui ont glané des lauriers pour leur pays, en tout cas pour ces dernières années, sont des locaux, des nationaux. Et ils ont su se faire respecter par leurs joueurs. Donc aujourd'hui, dans la pensée, on se dit que quelqu'un qui est national, sans porté par les couleurs que quelqu'un d'autre. Ça, c'est une réalité aussi qu'on ne peut pas occulter du revers de la main. Et comme je le dis, Faye, pour moi, honnêtement, pas qu'il s'encoquine avec eux, mais il leur montre que, en fait, il ne le prend pas de haut. Vous êtes des professionnels, vous avez des compétences, des qualités reconnues de tous et que vous-même, vous savez. Moi, je pense juste qu'à un certain moment donné, il faut que vous compreniez que ce n'est pas juste porter un titre, d'être un très grand joueur qui suffit pour gagner une compétition. Il faut qu'au-delà de ça, il y ait le cœur, que vous y mettez. Et je pense que c'est ce discours qui leur tient. Et finalement, qu'ils arrivent à comprendre, en fait. Alors, si vous permettez, je voulais juste ajouter, faire une observation. Quand on tient compte des résultats produits par Faye Emers en 3 rencontres, avec le discours qu'il a tenu aux joueurs, qui les a totalement transformés et transcendés, ça aurait été un entraîneur étranger. Il aurait fait les choux gras. Je suis très mal à l'aise par votre argument sur l'entraîneur, j'aimerais bien comprendre un peu ce que vous dites. Quand vous dites que c'est étranger, enfin, je ne comprends pas. L'idée de l'étranger, c'est quoi en fait? Soit on est entraîneur professionnel, ou on ne l'est pas, peu importe sa nationalité. En fait, quand je faisais allusion aux médias étrangers, qui auraient donc célébré cet entraîneur en le présentant comme étant le sorcier blanc. Le Messie. Mais nous avons un nouveau Messie, mais là encore, c'est Faye. Bon, essayons de comprendre, d'avoir un peu la vie de... On va écouter Sarah. Sarah, est-ce que vous pensez que le fait que Faye soit national, la fibre patriotique prend le dessus et il arrive justement à faire sortir les tripes de ces joueurs-là devant évidemment tous les enjeux nationaux que cela représente? Je pense que c'est un coach qui a énormément de mérite parce qu'il faut le rappeler qu'il n'a pas été choisi le premier jour de la CAN. C'est la démission de Gasset qui a fait qu'il a eu cette opportunité. Et ça, faut le rappeler. Et avec, à l'époque, énormément de difficultés. On partait vraiment de très bas. Donc toutes les victoires aujourd'hui qu'on célèbre, on lui doit. Alors c'est dommage, j'ai envie de dire que cette opportunité, c'est un peu une occasion qui a été créée pour lui, mais ce n'est pas un entraîneur qu'on a choisi malheureusement dès le premier jour. Donc j'espère que ce genre d'histoire, parce qu'il a complètement retourné le cours de l'histoire de l'équipe de Côte d'Ivoire, nous permettra de réfléchir un peu mieux aux autres potentiels dans d'autres pays, des coachs locaux. Et par ça, je n'ai pas envie de parler de nationalisme ou pas nationalisme, mais c'est un peu comme dans les entreprises. Il y a des jeunes personnes qui ont énormément de potentiel, à qui on ne donne pas forcément la chance parce qu'on n'est pas sûr. Et j'ai envie de dire, cette histoire rappelle que si, il faut donner la chance aux plus jeunes. Il a une très belle expérience en tant que joueur. Il a lui-même dit qu'en tant que joueur, il n'a pas réussi à gagner la CAN et qu'avec son équipe en tant que coach, il souhaite que ce rêve se concrétise et c'est tout ce qu'on lui souhaite.
Donc bravo à lui. Gérard, quelle est votre analyse sur ce point? On aurait eu un non national, est-ce qu'on serait donc à ce niveau-là où Faye donc nous sort le grand jeu, nous a sorti ce grand jeu-là parce que il est ivoirien, il est de cette terre, il comprend mieux quand ça pleure, il comprend mieux quand on rit. Comment est-ce que vous analysez tout ça aussi? Bon, allez, je voudrais déjà en tout cas rassurer tout le monde. On n'est pas en train de faire de polémique sur le fait qu'on doit absolument, obligatoirement avoir un coach, un entraîneur local. Non, mais nous sommes en train de dire, nous sommes en train de développer cette thèse qui a déjà commencé en 2015, lorsque le Sénégal, parce que ce cas a fait école d'ailleurs, et c'est relativement à ça qu'aujourd'hui, la plupart des fédérations veulent asseoir un entraîneur local, parce qu'on se dit que c'est une réalité vraiment prégnante. Non, mais sur ça, Gérard, sans vous couper, c'est que vous êtes en train de me dire que les fédérations sont en retard, parce que Non. Martial Yeo, en 92, était déjà entraîneur de la Côte d'Ivoire. Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas un phénomène qui est très nouveau. Hein. On le sait très bien, mais André, dis-moi, si on essaie de voir avant 2015, quelles sont les fédérations qui avaient confiance en des entraîneurs locaux, globalement, sur le continent. Oui, mais globalement, sur le continent. C'était rare. Non, je ne vais pas de tête vous citer, mais il y a plein d'entraîneurs locaux qui ont... Oui, non, ça, je ne le lis pas, en fait. Mais ce que je veux dire... Vous en faites pas, voilà. Ce que je suis juste en train de dire, c'est que je pense que ce n'est pas un phénomène nouveau. On est d'accord. C'est juste ça. On est d'accord là-dessus. Maintenant, après, je dis que faire confiance à ces joueurs-là, c'est l'angle que vous prenez que je vous interroge là-dessus depuis. Parce que personne ne me parle du professionnalisme ou de la qualité d'entraîneur de Faye Emers. Enfin, qu'il soit local, peu importe. Mais est-ce que c'est un entraîneur qualifié? C'est ça la question. On est d'accord que Faye Emers est un entraîneur qualifié. Il a ses diplômes, les diplômes qu'il a d'ailleurs obtenus à l'extérieur. C'est pas là, bien évidemment, le débat. Mais en même temps, il y a aussi un détail très important qu'on a tendance à oublier. Ça fait 1 an et demi que Faye Emers est dans cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Déjà, en tant qu'adjoint de Gassé, et puis ensuite en charge de l'équipe Espoir. Donc c'est un monsieur qui maîtrise l'environnement. Il a un background aussi qui parle pour lui. Ça, c'est très important. Mais en même temps, on se dit, ça, mis l'un dans l'autre, ça nous aide aussi. Parce que c'est aussi un local. Voilà. Mais il n'est pas dénué de toute compétence d'ailleurs. Oui, bien sûr, justement, parce qu'il faut le dire, parce que c'était... on vous regarde, tout ça, l'écrivain, et qui racontait l'histoire des CAN, le livre de la CAN. Il faut qu'on parle un tout petit peu de ce que vous avez fait dans ce bouquin. Il y a quoi dans ce bouquin, justement, qui pourrait être très intéressant à comprendre sur la CAN? Qu'est-ce que, globalement, ça résume? Ce livre-là a été écrit pour célébrer le football. Très bien. Principalement pour célébrer le football, mais le célébrer de façon poétique. Et donc, à l'intérieur, on a écrit pour chaque pays des textes qui vantent les mérites, qui louent les qualités, qui encouragent les équipes qui viendront, qui sont venues participer à cette CAN-là. L'objectif, c'était vraiment de pouvoir marquer le pas en apportant notre contribution, comme je l'ai dit, à la réussite de cette CAN, en offrant des souvenirs à chaque pays qui viendra participer à cette CAN, mais également en pouvant célébrer la fraternité. Parce que ce sont des écrivains, ce sont des poètes ivoiriens qui écrivent, qui célèbrent des pays qui sont en compétition avec la Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'on a fait ici preuve de générosité et donc c'est une manière pour nous aussi de célébrer l'hospitalité comme on a voulu que notre CAN le soit. Par exemple, je regarde ce que vous dites sur la République démocratique du Congo. Je ne sais pas si c'est vous qui avez écrit cette partie-là. C'est quelqu'un d'autre. Abdallah Koné. Abdallah Koné, oui, ça paraît assez intéressant. Tout ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'on en apprend, non seulement, même sur la Côte d'Ivoire, on en apprend sur comment le peuple conçoit le football, sur la passion, le feu, la flamme que représente le football. Donc tout ça, c'est très intéressant. Surtout que là, la République démocratique du Congo, par exemple, vous l'apprenez dans le bouquin, on le savait plus ou moins, mais c'est de savoir que cette équipe, dans les années 68 et on l'a dit 74, à l'époque de Pokou, c'était quand même une des équipes, des équipes phares. Donc ce bouquin-là nous renseigne un peu sur toute cette histoire. C'est ça. Et puis, oui, justement, il y a beaucoup d'informations qu'on trouve dans le livre, comme l'Afrique du Sud, par exemple, on le sait, qui était le seul pays africain à avoir organisé une Coupe du Monde. On a l'Égypte aussi qui a le meilleur palmarès en termes de participation à la Coupe du Monde. Donc, au-delà de la célébration, au-delà de l'aspect
poétique, esthétique, il y a quand même des informations qu'on partage aux gens. Et il y a une information, par exemple, je m'en voudrais de ne pas la partager, c'est qu'au début du livre, on a célébré les anciennes gloires du football ivoirien. Ouais. Et il faut rappeler aux plus jeunes que Laurent Pokou, par exemple, a été meilleur buteur de la CAN sur peut-être 20 ans. Il a été meilleur buteur je crois, de 68 à 70 et il a été détrôné par Eto'o seulement en 2000, dans les années 2000, peut-être en 2008-2006. Et sur beaucoup plus de compétitions. Oui, sur beaucoup plus de compétitions. Je veux dire, donc il a un record en termes de longévité de meilleur buteur qui est inégalé jusqu'à maintenant. Et ça, il faut le dire aux plus jeunes pour qu'ils sachent aussi que quand l'État de Côte d'Ivoire décide de nommer le stade de San Pedro, qui porte le nom de Laurent Pokou, c'est le ballon aussi. C'est justement parce que c'est une grande gloire du football. Mais justement, avec toutes ces informations qui sont donc dans cette œuvre-là, comment la rendre accessible? Comment est-ce que vous la rendez accessible aux plus jeunes? Parce qu'une histoire d'un pays, cela transforme. L'histoire permet d'avancer en fonction des acquis du passé. Comment est-ce que vous arrivez à faire en sorte que ce livre-là soit accessible à tous? À l'origine, on avait voulu le rendre disponible dans les librairies. Pour que les plus jeunes, pour que tout le monde puisse s'en en procurer. Mais je vais dire qu'on voulait d'abord l'offrir à chaque équipe qui viendrait pour qu'en repartant, ils puissent avoir des souvenirs. On voulait, vous n'avez pas pu le faire? Oui, on n'a pas pu le faire. Bon, c'est dommage, on n'aura pas la directrice de la collection, enfin pas de la collection, mais en tout cas de votre collectif, celle qui vous a organisé. Justement, on avait un point sur la difficulté d'écrire justement sur le football, ou en tout cas d'écrire dans le cadre de ce type d'événement. Est-ce que justement la question de l'écriture fait partie des ambitions des organisateurs? Donc on allait en parler, mais bon, elle n'a pas pu nous rejoindre, c'est bien dommage. Mais une chose est sûre, vous avez dit quelque chose tout à l'heure en parlant du Congo et bien sûr on va parler du Nigeria pour terminer cette partie. Parce que le Nigeria, parlons-en, c'est 20 demi-finales, c'est 8 finales et bien sûr la Côte d'Ivoire n'est pas très loin, puisque la Côte d'Ivoire va jouer sa 5e finale. Est-ce que, selon vous, peut-être on pourra encore en parler demain, on peut faire un petit tour. On peut faire un petit tour. Selon vous, quel va être justement les... je vois Sarah déjà qui bouillonne. J'aurais dit, on ne peut plus avoir peur de personne. Qu'est-ce qui va faire la différence? Oui, non, ce que moi je veux dire, hier, quand je suivais le premier match avant celui de la Côte d'Ivoire qui a opposé le Nigeria à la République à l'Afrique du Sud, je priais pour que le Nigeria gagne. Pourquoi? Oui, mais parce que je me dis qu'il serait plus facile pour la Côte d'Ivoire de battre le Nigeria que l'Afrique du Sud. Pourquoi? L'Afrique du Sud aurait été plus coriace. J'ai trouvé le jeu de l'Afrique du Sud beaucoup plus structuré, beaucoup plus dense que celui du Nigeria. Et donc je me dis que le Nigeria était prenable. Donc j'ai prié pour que le Nigeria gagne et Dieu a exaucé le vœu, le Nigeria a gagné. C'est ça. Alors, Sarah voulait rajouter quelque chose? Sarah, parlons donc de ce qu'on disait, le Nigeria, Côte d'Ivoire-Nigeria, dimanche à partir de 17h au stade des Bimpe. Comment vous le sentez, ce match-là? Non, mais je me sens très confiante. Bon, je me positionne comme ivoirienne hein, depuis que le Maroc a été Oui, éliminé. Sarah, c'est d'office, j'ai pas besoin de... Il n'y a pas d'obligation de le repréciser, Sarah. Juste au cas où. Non, très, très confiante, surtout quand je vois comment évolue cette équipe depuis le match contre le Sénégal, puis maintenant la RDC. Beaucoup de confiance, parce qu'on a cette petite expérience déjà, et puis cette rage de vaincre, un moral d'acier. Et puis effectivement, je partage aussi votre avis. Je voulais aussi voir une finale avec le Nigeria. C'est aussi un pays que j'aime énormément. Et l'Afrique du Sud, a éliminé le Maroc. Je les ai trouvés également très très forts. Mais ça me rassure d'entendre ça parce que s'il avait dit l'inverse, je me serais dit peut-être que le Maroc a vraiment mal joué ce jour-là, mais ce n'est pas le cas. Alors, donc voilà. Très bien. Élisée Boloube, le Nigeria, c'est 8 finales. La Côte d'Ivoire, ça va faire la 5e finale. Le jeu du Nigeria hier contre l'Afrique du Sud était un peu... Ils laissaient à désirer quand même, et ils ont été quand même malmenés par l'Afrique du Sud. S'ils ont le même jeu, dimanche, c'est bon pour nous. Bon, déjà, le Nigeria, c'est 8 finales. La Côte d'Ivoire, c'est 5, mais il faut noter que sur nos maillots, on a 2 étoiles. On a 2 étoiles. Voilà, oui. donc je crois qu'on est un peu en avance sur eux. Le Nigeria en a 3, non? 3. C'est 3 étoiles. Non, on a 3. Ok, d'accord. Donc, nous, on aura de toute façon 3 pas dit. Voilà. On va dire amen. On va actualiser voilà, notre maillot. Non, moi, je pense personnellement, si vous reprenez le match, honnêtement, de... Nigeria, Afrique du Sud? Non, de Côte d'Ivoire face au Nigeria, à Ebimpe, repartez regarder le match. Le Nigeria a été beaucoup plus réaliste, mais la Côte d'Ivoire a mieux joué. Oui. Si vous reprenez le match, que vous le regardez posément, vous verrez que la Côte d'Ivoire a mieux joué par rapport au Nigeria.
Et comme je le dis, dans le football, à cette étape de la compétition, on ne peut pas se permettre de se faire battre 2 fois par la même équipe. Ça, ce n'est pas possible. Tout à fait. Voilà. Et je pense aujourd'hui qu'on a les armes, on a les personnes, on a les ressources qu'il faut pour vraiment apporter la réplique et la riposte au Nigeria. C'est vrai que le Nigeria est une équipe solide, mais nous, je pense qu'on a aujourd'hui une équipe, je dirais, complètement remotivée, remobilisée, transcendée, qui pourrait vraiment arriver à, je dis, réaliser les exploits qu'on ne peut imaginer. Donc, pour moi, il n'y a aucun souci. On pourra vraiment avoir le gain du match le dimanche prochain. Élysée est confiant. Moïse, Marius, pourquoi j'ai dit Moïse? Non, enfin, vous êtes le prophète, certainement Moïse. Voilà. Non, il ne faut pas avoir des sueurs froides dans la matière. Au stade où nous sommes arrivés. Il faut refaire ce match-là. Non, il n'y a pas de débat à la matière. Au stade où les jeunes gens sont arrivés, ils n'ont plus droit à l'erreur. D'ailleurs, ils ont besoin, eux aussi, d'entrer dans l'histoire du football ivoirien. Pour des jeunes comme Adengra, qui viennent de commencer et qui brillent déjà, mais ils ont besoin d'avoir une première étoile au niveau continental. Et donc, c'est de façon... avec beaucoup d'entrain, et je pourrais même dire avec beaucoup de plaisir qu'ils vont venir laminer le Nigeria, et je pèse mes mots, laminer le Nigeria. Il ne faut pas non plus... Écoutez, moi je ne peux pas vendre... Un euphorisme aussi. Non, mais je vends très cher la peau de mon pays. On vous a déjà entendu là-dessus. Oui, juste un petit détail très aussi, court, justement, qui est très important. J'ai l'impression que le Nigeria, en termes de jeu, est arrivé à ses limites. Ouais. Voilà. Et que la Côte d'Ivoire est sur une pente totalement ascendante. Attention, la Côte d'Ivoire peut être aussi quelque part, après toute la débauche d'énergie. Voilà, non, ça peut se comprendre. On va recevoir, je vous annonçais tout à l'heure, celle qui a dirigé ce collectif d'auteurs. C'est la présidente de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, Hélène Lobé. Docteur Hélène Lobé, elle est avec nous. Venez. Docteur, on va vous poser juste une petite question sur l'histoire du livre, parce que quand même, Séri, il faut reconnaître, passer par là. Séri nous a beaucoup parlé... de ce qu'il y a dans le livre. Non, restez là. Elle viendra par là. Il nous a bien dit comment vous avez écrit le livre, mais nous, on voulait comprendre quand même l'histoire de ce livre, notamment la difficulté pour les écrivains de s'accrocher à ce type de manifestation grandeur nature, parce que c'est toute la Côte d'Ivoire qui était mobilisée. Et vous avez eu du mal à rentrer dans la compétition, au point que c'est maintenant que vous produisez ce livre. On n'a pas eu du mal, on était au début de la compétition, on voulait participer à la compétition. Il faut croire qu'on a été peut-être évincé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous êtes gentil. C'est moi qui fais les champs, là. OK. Alors, ce livre Mais c'est parti de quelle idée? Pourquoi se mettre ensemble pour écrire une œuvre pareille? Alors, parce qu'on a voulu participer à la CAN. Ouais. À la CAN d'abord. Et donc, Marshall Séri, qui est un écrivain, dès l'entame de l'événement, m'a approché, a dit, présidente, est-ce qu'on ne pourrait pas? Et donc, on a suscité des personnes intéressées. Et puis, nous avons fait un courrier aux responsables de tout ce qui se passe, de l'organisation. Mais nous n'avons pas reçu de réponse. Et ce qui fait mal, c'est de voir qu'on a été ignoré. Parce qu'on a envoyé des courriers, on a demandé, on a fait ce qu'il fallait pour... Et on était prêts, on a fait le travail, mais voilà. On est quand même arrivé à le faire. Et voilà. puis C'est ça qu'on peut présenter. C'est l'essentiel, c'est que vous êtes arrivé à le faire, et ça, il faut le préciser. Et surtout que, de toutes les façons, il fallait que vous apportiez votre pierre à l'édifice. Oui, et surtout dire à Monsieur le Premier ministre que nous avons répondu à l'appel. Vous avez lancé un appel, vous avez demandé que tous les maillons de la culture participent. Et voilà la participation des écrivains de Côte d'Ivoire. Alors, Présidente, vous auriez aimé donner cette œuvre-là à chaque équipe? Vous pouvez donc les déposer dans les ambassades. Dans les ambassades, et ça va suivre pour que voilà, l'histoire reste... De façon officielle, parce que ce sont les écrivains de Côte d'Ivoire qui ont fait le travail. Il ne faut pas que ça passe inaperçu. Et comme on n'a pas l'habitude de considérer les écrivains ici, bon, voilà, il faut que vous nous considériez. En tous les cas, c'est un livre, Zassa, comme elle dit. N'hésitez pas à vous le procurer. Vous qui aimez le football et qui voulez toujours avoir à côté de vous l'histoire du football africain. Merci, Madame la Présidente. C'est disponible. Merci à Marshall. Ça sort bientôt. Sur commande. Sur commande. Très bien. Voilà, donc le livre de la CAN, vous avez toutes les histoires des pays, Mauritanie, Guinée-Bissau, Guinée, Ghana, Égypte, les 24 pays, et c'est magnifique. Et voilà, quand elle le dira, elle l'a dit, de façon officielle, les représentations donc, de ces pays-là recevront ce livre-là. Et c'est clair que vous serez récompensés, évidemment. On se retrouve dans quelques instants, tout à l'heure. C'est reparti pour la deuxième partie de notre émission. Vous le savez, nous vous retrouvons donc du lundi au vendredi, et nous sommes jeudi. De 19h à 20h30 et avec une pause
actualité avec le JT qui était en image tout à l'heure pour vous. Nous repartons avec une autre pause, parce que nous allons faire une pause sur toutes les questions de sport pour ouvrir des questions de développement de politique. On parlera dans un premier temps donc, de la situation au Sénégal et puis on parlera d'investissement, de développement de l'Afrique avec un invité qui viendra ici nous expliquer les recettes qu'il veut mettre en œuvre pour permettre à l'Afrique de se développer à travers justement cette relation entre le Canada et l'Afrique. On parlera de tout ça tout à l'heure. Effectivement, alors André, nous allons donc maintenant mettre le cap sur le Sénégal. Vous le savez bien, depuis la semaine dernière, le président Macky Sall a annoncé le report digne de l'élection présidentielle. Mais ce ne sera pas seulement ça qui sera donc à l'ordre du jour du Conseil extraordinaire des ministres de la CEDEAO. Il y a aussi le cas de ces deux pays-là qui se retirent de la CEDEAO et qui forment... Trois pays, qui se retirent de la CEDEAO. C'est à l'ordre du jour. Comment est-ce que cette entité, la CEDEAO, le COAS, va réagir à ces crises de la sous-région? Et Élisée Boloubé, vos points de vue là-dessus? C'est une situation préoccupante, hein. Ça il faut avoir l'honnêteté de le dire. Les élections étaient prévues au Sénégal le 25 février prochain. Et comme vous le savez, depuis le 3, le président de la République, Macky Sall, a annoncé donc le report de ces élections-là. Déjà, dans un premier temps, à une date ultérieure, sans précision. Voilà. Et finalement, c'est l'Assemblée nationale, là où son parti est majoritaire, qui a décidé que les élections se fassent finalement le 15 décembre 2024, ce que l'opposition juge inadmissible au regard de la Constitution, qui pour lui est une violation de la Constitution. Donc c'est une situation vraiment préoccupante, ce d'autant plus que le Sénégal, qui a toujours été présenté vraiment comme un modèle de démocratie, disons avec les événements ces dernières années, ces derniers mois au Sénégal, quand même, nous laisse un peu inquiets sur l'issue politique vraiment dans ce pays. Et c'est justement pour éviter, je dirais, une situation qui pourrait être fâcheuse pour toute la région, que la CEDEAO décide donc de se pencher sur cette situation-là. Déjà, pour rappel, les États-Unis ont condamné vraiment le fait que les élections soient reportées. Je crois que c'est le premier partenaire étranger qui fermement a condamné cette situation-là. Et donc, on attend ce que la CEDEAO dira par rapport à cette situation. Quant à l'AES, comme vous le savez, qui avait décidé de quitter la CEDEAO, c'est aussi un point à l'ordre du jour. Je crois que ça sera l'occasion de rappeler certainement à l'AES, à ces États-là, qu'il y a une procédure qui est contenue dans le traité de la CEDEAO qu'il faut suivre, qu'il faut respecter. Très bien. Marius Como, et votre point de vue sur la question? Êtes-vous surpris de ce qui se passe au Sénégal? Macky Sall, qui était présenté évidemment avec ce pays comme un bon exemple de démocratie, êtes-vous surpris de cette décision qui est arrivée? La réalité, la situation du Sénégal me laisse un froid dans le dos. En toute honnêteté, je ne perçois pas réellement pourquoi, sous nos cieux, la transition d'un pouvoir à un autre constitue toujours une préoccupation majeure. À la fin d'un mandat ou de 2 mandats, la Constitution impose qu'il y ait élection. Ruser avec la Constitution en permanence crée des situations que nous avons vécues dans les 3 États du Sahel, qui aujourd'hui ont décidé donc de quitter la CEDEAO. Le remake d'une telle situation serait donc le cas du Sénégal. Je ne comprends pas qu'est-ce que le président Macky Sall a à vouloir reporter une élection pour laquelle d'ailleurs il n'est même pas candidat, à ses propres dires. Donc le Sénégal est une bonne école de démocratie parce que nous l'avons connu avec le président Wade. On se souvient que le président Wade lui a cédé le pouvoir après des élections, malgré les turbulences qu'on avait connues. On pense que sous lui, son mandat, lui qui avait tant décrié un certain nombre d'attitudes de son prédécesseur d'hier, il puisse aujourd'hui encore vouloir tripatouiller la Constitution sénégalaise. Mais comme nous savons que les Sénégalais sont de grands démocrates et des véritables syndicalistes dans l'âme, eh bien, ils ne laisseront pas passer la forfaiture. Très bien, Marius. Gérard, comment vous analysez aujourd'hui la situation au Sénégal? Moi, je trouve que, disons clairement les mots, c'est absolument décevant. Autant, moi, j'ai vraiment loué, je ne dirais pas le courage, mais je dirais plutôt dans cette idée-là d'apaiser tout le monde. Macky Sall voulait à un moment donné, enfin c'était dans les coulisses, il voulait se présenter
pour un autre mandat, ce qui avait suscité vraiment le débat dans la société au Sénégal. Bon, les juristes disaient, ils ont des termes assez particuliers qu'on avait un peu de mal à comprendre. Finalement, Macky Sall a eu le nez creux pour dire « tiens, je ne me présente pas ». Ça, c'était quelque chose vraiment à louer. Bon, on est rentré dans la phase des élections. Il y a certains candidats dont les candidatures ont été rejetées. Quand on veut aussi considérer ça de façon particulière, là encore, il y a beaucoup à redire. Et puis on en arrive maintenant à ce point-là où les élections sont reportées. Et les élections sont reportées, on ramène ça à l'Assemblée nationale, qui elle-même est dominée par les députés du camp présidentiel. On confirme justement ce report des élections s'inédites. Tout ça pour aboutir à quoi? Pour aboutir à quoi? Aujourd'hui, les rues sont embrasées. Les États-Unis ont été les seuls à être fermes. Paris dit, bon, allez, il faut que ce soit un peu inclusif pour tout le monde, etc. C'est décevant quand même pour le Sénégal. Très bien. Sarah, la CEDEAO a le dos au mur. Oui, tout à fait. Il faut reconnaître le poids du Sénégal quand même au niveau de l'organisation. Est-ce que la CEDEAO pourra tenir tête au président Macky Sall et comment est-ce que vous voyez la réaction de celle-ci face à la détermination de ces 3 pays qui décident de sortir? En tout cas, face à la situation au Sénégal, je pense que la CEDEAO devra être juste. Macky Sall se retrouve de plus en plus isolé, que ce soit à l'international ou dans la sous-région, il s'est attiré un bain de critiques. Donc cette réunion extraordinaire est très stratégique pour la CEDEAO parce que les sujets sont brûlants. Et il en va de soi de la crédibilité et de l'influence de la CEDEAO. La sortie également des pays du Burkina Faso, du Mali et du Niger sont un sujet également brûlant qu'ils vont également évoquer. Et c'est aussi la CEDEAO qui perd beaucoup dans cette affaire. On n'en parle pas forcément de ce côté-ci, mais il y a voilà, des milliards de cotisations communautaires qui seront en moins. Et puis il faut savoir que ces pays-là font toujours partie, en tout cas pour le moment, de l'UMOA, donc l'Union économique et monétaire en Afrique de l'Ouest, ce qui leur donne pour le moment à tous ses membres les mêmes facilités. Donc tout en ce qui concerne la circulation des biens, des personnes et des marchandises, à l'exception des droits de douane qui peuvent être négociés de manière bilatérale, voilà, ils peuvent encore s'en sortir pendant un temps, tant qu'ils ne rejettent pas le franc CFA. Mais là, je pense que c'est quand même quelque chose qui sera à venir. Mais dans tous les cas, la CEDEAO est dans l'obligation de se réunir aujourd'hui pour discuter de ces sujets-là. Merci Sarah, en tout cas, pour ce tour de table, les amis, et votre analyse de la situation en Afrique de l'Ouest. On attend justement ce qui va se passer au niveau de la CEDEAO. Donc il faut juste regarder du côté de la conférence des chefs d'État. Donc voilà. Nous allons donc continuer notre émission, mesdames, messieurs, avec l'arrivée d'un invité qui va arriver dans ce studio pour parler avec nous de la situation du développement en Afrique. Très bien, oui, il s'agit de M. Ish André Yaba. Bonsoir, prenez place. Alors, il est le fondateur de la plateforme FECA, Foire économique Canada-Afrique. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, merci d'être avec nous. Alors, présentez-nous un peu la fondation, la foire FECA, économique Canada-Afrique. Présentez-nous un peu cette foire-là, s'il vous plaît. Alors, déjà, bonsoir. Et merci de me recevoir chez vous. Nous avons un peu la voix en bruit, ce qui est important, il faut se concentrer sur l'information que nous allons fournir. C'est clair. Alors, la foire économique Canada-Afrique, c'est un outil de développement international qui nous a été inspiré du fait que nous avons mené plusieurs missions d'impact au niveau de l'Afrique centrale et en prenant comme pays pilote le Congo-Brazzaville et au niveau de l'Afrique de l'Ouest en prenant comme pays pilote la Côte d'Ivoire. Donc on a commencé depuis 2014. Et on s'est fait parrainer ici éventuellement par plusieurs autorités, en commençant bien sûr par le ministère de la fonction publique qui à l'époque était managé par le ministre Abina. Nous avons eu l'autorisation du président de la République, président son Excellence le président Alassane Ouattara, et éventuellement parrainé directement par le président Ricona Bédié, paix à son âme. Et nous avons mené donc ces études d'impact-là pour comprendre pourquoi au sein de nos sociétés, selon notre sociologie, on ne valorisait pas assez les métiers de première ligne. Donc les métiers de première ligne... C'est quoi ces métiers? Les métiers de première ligne, c'est les plombiers, les mécaniciens,
les menuisiers, les serruriers, les soudeurs, les maçons, les infirmiers. Donc tout ça, on a essayé de comprendre et on a mis cela en relief avec le Québec. Pourquoi? Parce que le Québec, dans les années 40, dans les années 30, était autant sous-développé en tenant compte du système moderne actuel que la Côte d'Ivoire. Le PIB ivoirien était au-dessus dans ces années-là. Donc comment eux, ils ont réussi à mettre en place un mécanisme de systématisation qui a emmené donc cette partie du monde qui était aussi la plus pauvre en Amérique du Nord à réussir à nous dépasser de 200 ans en termes de technologie. C'est par la formation et l'éducation. Et ça, on a compris que les nôtres, ici, oui, travaillaient, étaient formés, mais sur le tas. Donc, et en plus de ça, nous avons compris aussi qu'au Québec, c'est ce qui a créé leur première classe moyenne. On parle de la 17e puissance du monde aujourd'hui. Alors, très bien, Ish André Yaba. La question aujourd'hui, vous parlez du Québec, c'est très bien, mais en quoi est-ce que leur expérience peut être justement quelque chose qui va nous servir, et notamment à travers la plateforme que vous êtes en train de créer? Comment vous allez justement faire en sorte que tout ça puisse matcher? Déjà, nous sommes allés chercher une expertise. Donc, on a été reconnu le 5 septembre 2017 par cette plateforme-là au niveau des affaires mondiales du Canada, donc branche ministérielle des affaires étrangères du Canada, pour comprendre un peu, nous donner cette expertise-là pour venir renforcer les capacités localement chez nous. Et culturellement parlant, nous parlons le français. Donc, le Québec est culturellement proche des Africains francophones. Et aussi, ils étaient pauvres. Donc, c'est un exemple de référence. Si, quelque part, des gens ont eu à expérimenter des choses, ils étaient plus bas que vous, et ils vous dépassent par la suite, c'est normal d'aller voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Et nous avons compris cela, et on a dit, on va rencontrer nos États pour essayer, nous aussi, de nous faire reconnaître. Très bien. Et c'est pour ça que nous sommes venus en Afrique francophone. On va permettre à nos chroniqueurs donc, de vous poser des questions. Élisée Desmarais. Oui, vous avez dit que vous avez lancé une étude. C'est quoi le diagnostic de cette étude? Qu'est-ce que vous aviez pu faire comme diagnostic? Et selon vous, quels sont les leviers sur lesquels il faut certainement appuyer pour qu'on puisse avoir l'exemple du Canada, certainement dans nos petits États? L'étude, déjà, on a rencontré plusieurs ministères, tant en Afrique centrale qu'en Afrique de l'Ouest. Donc, on a rencontré le ministère de l'Éducation un peu partout, le ministère de la formation professionnelle en RDC, au Sénégal, au Congo-Brazzaville, en Côte d'Ivoire. On a rencontré un peu l'élite décisionnelle. Parce que dans nos sociologies, on dit, quand vous arrivez dans un village, il est important, il est impérieux de rencontrer le leader du village pour comprendre un peu le fonctionnement systémique de l'endroit où vous voulez vous intégrer. Et c'est ce que nous avons fait. On ne s'est pas adressé d'abord aux populations, mais on est allé rencontrer d'abord l'assentiment des leaders. Et quand on s'est fait comprendre, aujourd'hui, on vient communiquer à la télévision pour annoncer que nous sommes là pour proposer cette étude-là, parce que nous avons compris que notre système dans ce domaine, donc de la formation surtout professionnelle, c'est 85% dans l'informel. Il faut formaliser cela en mettant en place la formation des formateurs experts qui nous permettent de former des formateurs et ensuite former des étudiants. Très bien. Alors, tout d'abord, bravo pour cette initiative. Moi, je suis très contente d'entendre qu'il y ait des plateformes. On entend beaucoup de plateformes dédiées aux entrepreneurs, des personnes qui vont devenir chefs d'entreprise, etc. Mais beaucoup moins d'initiatives pour ces petits métiers, de la plomberie, de la menuiserie, etc. Moi, ma question, c'est à qui aujourd'hui peut s'adresser ce type de formation? Mais je pense que vous avez répondu un peu directement. Est-ce qu'elle peut s'adresser aux personnes qui sont déjà dans ce métier mais qui ont besoin de se perfectionner, ou aux personnes qui souhaitent aujourd'hui devenir plombier, infirmier, menuisier? Puis c'est des formations aussi qui sont complètement différentes les unes par rapport aux autres. Comment vous vous organisez dans tout ça? Déjà, je dirais que la plateforme s'adresse à tous les métiers. Parce que le leitmotiv de cela, c'est de transformer tout le monde dans la situation d'entrepreneuriat. En particularité, les métiers dont vous avez parlé tout à l'heure? Oui, mais c'est-à-dire que la plateforme se spécialise là-dedans, mais l'objectif, c'est de rendre tout le monde entrepreneur. Très bien. Donc, notre étude s'est portée déjà sur une étude sociologique, parce qu'on importe beaucoup sans tenir compte de notre sociologie. Et ça, c'est important. Et Yaba Ish André dit que la sociologie des affaires est propre à chaque culture. C'est-à-dire que la façon de faire les affaires en France n'est pas la même façon en Côte d'Ivoire, n'est pas la même façon au Canada, ni en Italie. Mais on peut se faire valoir par une différence tout en reconnaissant que le modèle qui est en face de moi peut être une référence. Et ce ne sont pas des petits métiers, non.
Un plombier, c'est un plombier. Madame, pour être ici, vous voyez la beauté de ce plateau. Ça nous a pris des menuisiers. Bien sûr. Ça nous a pris des maçons. Ça a pris tout cela. Alors, au Québec, c'est des gens qui sont très valorisés. Un maçon, il est au-delà de 50 millions, 40 millions l'année en salaire. Ce n'est pas un petit métier. Mais en Afrique, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que l'expertise n'est pas valorisée. Donc, nous avons mis en place cette plateforme pour emmener ces gens-là à comprendre déjà leurs valeurs et les emmener entre entrepreneurs. Et c'est pour ça que nous avons dit qu'il n'y a pas assez d'entrepreneurs en Afrique. Ça, c'est un débat intellectuel que nous avons lancé. Entrepreneurs, on va dire formalisés. Non, il n'y a pas assez d'entrepreneurs, madame. Okay. Je le reprécise très bien. Qu'est-ce que vous appelez entrepreneur dans votre vision? Ce serait quoi? Non, ce n'est pas dans ma vision. Un entrepreneur, c'est d'abord un créateur d'emplois. Ce n'est pas ma vision, c'est universel, madame. Et vous pensez qu'en Afrique, il n'y en a pas pour l'instant? Parce que déjà, nous importons à 95% tous nos produits de consommation, madame. Un entrepreneur crée. Moi, je suis un entrepreneur. J'invente, je crée, j'innove. C'est ça mon rôle. Et comment justement inverser la tendance? C'est déjà qu'il faut stimuler ce secteur-là en intéressant l'État, nos gouvernements, à comprendre qu'il faut mettre en place des centres de formation en entrepreneuriat. C'est ce que nous proposons à travers notre plateforme. Mettre des centres de formation en entrepreneuriat, donc des CFE, emmènerait les gens à comprendre que c'est important l'entrepreneuriat. Alors, la mise en place de tels centres de valorisation des métiers locaux, très bien, aura quel coût pour nos États, surtout, mais également pour nos populations? Mais c'est très simple. À l'évidence, rien ne se fera gratuitement. Mais c'est très simple, mon cher monsieur. On met beaucoup d'argent dans le sport. Entendu. On met beaucoup d'argent dans des politiques de développement. Nous avons dans nos ministères des budgets. Il s'agit aujourd'hui, l'Afrique a toutes les compétences possibles pour outiller ce continent, à travers déjà sa diaspora. La diaspora qui n'existe même pas encore. Quand je parle de la diaspora africaine, nous avons des diasporas africaines. Alors, si on peut emmener les gens à se réunir, à se comprendre, pas pour se répandre, pour se comprendre. Si on emmène les gens à le faire, nous allons faire des propositions concrètes à nos États. Parce que nous sommes aux côtés de la technologie. Il nous manque de la technologie. C'est tout. Et si c'est des petits budgets, ça ne coûte pas cher pour acheter une technologie en termes de transfert de compétences. Oui. C'est intéressant. On sent que vous êtes beaucoup engagé, etc. C'est très intéressant tout ça. Mais quand même... on sait que le Canada, le Québec, il y a une vraie demande de ces métiers. En quoi est-ce que votre activité va profiter à l'Afrique, contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est qu'on vient prendre la main-d'œuvre facile pour aller, j'allais dire, développer des pays qui sont parfois vieillissants? Déjà, c'est ce qui nous a amené à expérimenter déjà ce projet sur 3 phases d'intégration. Et nous avons terminé la 3e phase ici en Côte d'Ivoire. Et la 3e phase consiste donc à implanter notre entreprise. On a mis notre siège ici en Côte d'Ivoire, ADCCI, Agence Développement Canada Côte d'Ivoire, dont je suis le PDG. Et nous avons tout un lobby canadien derrière qui déjà s'oriente vers la commercialisation et l'exportation dans l'énergie, l'éducation, le renforcement des capacités. Donc, comme il posait la question, on gagne énormément à ce que les choses viennent ici. Parce que l'important ici, c'est que l'Afrique, et ce qui est intéressant, c'est que nous avons la meilleure ressource humaine aujourd'hui sur Terre. Sur Terre, nous avons 800 millions de jeunes. C'est ça notre richesse. Alors, les femmes doivent mettre beaucoup au monde. Il faut augmenter ça. La préoccupation pour moi, avant Gérard, c'est bien de comprendre un peu. Parce que très souvent, on fait des politiques, on met des stratégies en place, mais la réalité sur le terrain fait que souvent, ça reste lettre morte. On peut réussir peut-être sur un certain temps, 2 ans, 3 ans, et après, ça bug parce qu'on connaît un peu les réalités africaines. Quels sont les résultats probants que votre entité a pu déjà acquérir en Afrique qui nous permet de dire attention, maintenant que vous êtes imposé en Côte d'Ivoire, vous êtes installé ici, on pourra développer ce premier levier, n'est-ce pas, de créateurs d'emplois, par exemple, ces plombiers, ces maçons, voilà, tout ce dont vous parlez. C'est une très belle question, madame. Très belle question. Nous avons expérimenté tout cela sur 10 ans, madame. Parce que nous avons compris que la plupart des projets naissants meurent avant 5 ans. Donc nous sommes allés à la rencontre de toutes ces problématiques-là pour comprendre qu'il fallait s'implanter et attirer et mettre en place une politique de développement. C'est pour ça que nous avons dit que la FECA, c'est un outil de développement international. Donc, nous prenons les hommes reliés à l'immigration
éventuellement pour créer un pan économique entre le Canada et éventuellement cette partie du monde. Il faut créer un intérêt. S'il y a pas, c'est pour ça que notre immigration est reliée aux opportunités d'affaires. Très bien, parlant d'opportunités d'affaires, vous avez dit un foire économique Canada-Afrique, avant Gérard, pardonnez Gérard de vous prendre comme ça. Okay. Cette foire-là va avoir lieu cette année. Oui, le 10 au 12 avril à l'hôtel d'Abelliou de Montréal. Donc on invite les références québécoises. Non, c'est pas ici, c'est à Montréal. Oui, mais je vais vous expliquer. Ouais, nous allons à Montréal pour attirer ces investisseurs-là parce que l'objectif ici, c'est de signer des conventions, protéger déjà les missions commerciales que nous allons organiser en Afrique dans différents pays. Et c'est la Côte d'Ivoire qui est mise en avant. Parce que c'est ce pays qui nous a beaucoup soutenus là-dedans, dans cette expertise underground. On n'a pas voulu publiciser. Mais c'est aujourd'hui qu'on vient remercier ce pays et remercier les autorités qui nous ont soutenus. On n'a pas communiqué là-dessus. Et c'était fait exprès d'ailleurs. Parce qu'on a vu qu'il y a eu plusieurs initiatives qui sont nées et puis on n'entend plus parler. Justement. Mais aujourd'hui, nous sommes d'abord allés chercher l'accréditation de ce pays. Nous avons aussi, parallèlement à ça, convaincu des leaders. Et aujourd'hui, nous sommes en phase de déploiement. Il faut déployer cette mission. Et on a besoin de vous, les journalistes. Gérard qui est à côté, justement, vous avez besoin de lui, il va vous poser Voilà. une question. En fait, moi, je voudrais dire que les États sous-nationaux, particulièrement l'État de Côte d'Ivoire, a compris la nécessité de valoriser tous les métiers. Au niveau même de la profession, tout à l'heure vous citiez les plombiers et consorts. Nous avons donc un ministère qui est en charge de tout ça. Voilà, mais vous semblez, dans vos propos, ne pas être satisfait. Qu'est-ce qu'il faut ajouter pour que tout ça soit beaucoup plus à la hauteur de vos attentes et soit très probant et en même temps très professionnalisé et très bien marqué? Nous sommes très satisfaits de ce qui se fait. Dans toute réalité de vie, il faut une complémentarité. Nous sommes allés rencontrer son Excellence, l'ambassadeur Ouattara Batifiré à Ottawa, qui est l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Canada. On ne pouvait pas venir et outrepasser l'autorité ivoirienne au Canada. Donc nous avons proposé ça et ils ont jugé utile qu'un complément éventuellement à ce que vous faites déjà. Vous avez parlé de deuxième chance. C'est cela le projet. Nous avons rencontré ici le directeur général de l'économie aux affaires étrangères qui nous a reçus et qui nous a référés auprès du ministère de la formation professionnelle parce que quelque part, nous avons des éléments de compétences qui pourraient être mis à la disposition de l'État pour pouvoir, bien sûr, accompagner tous ces jeunes-là. Vous parliez tout à l'heure de diaspora, peut-être qu'on va finir là-dessus. Comment on mobilise justement tous nos compatriotes qui, à un certain moment, sont partis chercher le bien-être et les amener à comprendre que finalement, vous l'avez dit, tout le potentiel est ici et il faut revenir. Quelle est votre méthode justement en la matière? Il faut créer un intérêt. Ça part d'un intérêt. Montrer à quelqu'un que ce que vous lui proposez, il va gagner. C'est ça les affaires. C'est pour ça que nous sommes des hommes d'affaires, nous sommes des entrepreneurs. Nous avons compris comment le système de l'autre côté fonctionne parce que c'est un système. Il y a beaucoup d'Africains qui vont là-bas et qui s'étiolent. Ça ne marche pas pour eux. On vit mieux chez nous, mais quand on a compris comment ça marche chez nous, et là-bas, c'est la même chose. Donc, prendre quelqu'un ici à travers notre plateforme, on va le coacher, on va le former, on va lui donner les outils qu'il faut, et puis aller chercher les opportunités qu'il faut dans le but de venir réinvestir. Il y a un intérêt, il faut créer un pan économique. Donc, venez voir ADCCI, et puis nous allons vous former, vous accompagner, vous outiller et vous donner les clés de l'entrepreneuriat. Un changement justement, et c'est sur ça que je voudrais peut-être terminer, c'est un changement de paradigme complet. Quand vous dites qu'il n'y a pas d'entrepreneurs en Afrique, non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il n'y en a pas assez. Il n'y a pas assez, voilà. Et j'ai une démonstration très simple. Je comprends très bien votre point de vue en fonction du vécu et de la transformation. On contribue à 3% de la balance commerciale mondiale, madame. J'allais justement arriver à cela. On a toutes les ressources minières, on a toutes les ressources humaines. J'allais arriver à cela. Comment il faudrait, dans le processus, avec vous et peut-être d'autres partenaires qui sont peut-être à l'extérieur, travailler à ce qu'on arrive à avoir un panafricanisme économique assez fort qui permette au Congo-Brazza, à la Côte d'Ivoire, enfin à tous ces pays-là de pouvoir consommer directement ce qu'ils transforment et avoir des créateurs de richesse. Au Nigeria, il y en a. En Côte d'Ivoire, le président a lancé donc avec les champions nationaux. Mais c'est ça l'idée qui fera en sorte que tous vos projets puissent marcher. Vous savez, madame, on a réalisé quelque chose d'extraordinaire l'année passée en Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens ne le savent pas, l'AFECA. Allez-y, dites-nous. On a fait venir les plus grands distillateurs du Québec ici. Nous avons réussi la première mission commerciale de l'exportation de la boisson au Canada pour l'Afrique.
on a choisi la Côte d'Ivoire. Dans l'histoire du Canada, ça ne s'est jamais fait. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on a choisi la boisson? Parce que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, vous êtes number 3. Vous êtes le 3e consommateur de champagne en Afrique. C'est une grande nouvelle, ça. D'accord? Enfin. Mais c'est la vérité. Non, mais pas c'est économique. On comprend bien. C'est économique. C'est sûr que... Excusez-moi. Allez-y, je vous en prie. C'est sûr que pour le citoyen lambda, il ne comprend pas. Mais économiquement parlant, ça veut dire que le président travaille ici sérieusement. Bien sûr. Parce qu'il y a une formalisation qui est mise en arrière. Très bien. Imaginez-vous l'importation qui est derrière. Et là, on parle juste de la boisson, on ne parle pas de l'agroalimentaire, on ne parle pas de tout ce qui est derrière. Il y a d'autres C'est axes. énorme. Tous les autres vont se développer. En tout cas, écoutez, André Yaba, vous êtes donc le président, directeur général de YB, votre compagnie, et à côté, il y a la foire, il y a pas mal d'activités. Tout cela, cet activisme, disons-le, va profiter à l'Afrique et c'est ce que vous êtes en train de faire. On a eu plaisir vraiment à vous recevoir. Merci beaucoup. De voir que vous êtes animé d'une forte ambition pour vos concitoyens et nous en sommes très heureux. On vous souhaite bon vent et on espère que les Africains vont se ruer sur votre plateforme ainsi que les Québécois et les Canadiens. Et que les médias vont Ben, soutenir. on commence déjà, voyez-vous. Vous êtes là. Live On TV. compte sur les médias. Ce sont les médias qui sont C'est importants pour ça que vous êtes là. dans le développement des affaires. Très bien. mondiales. Ben, écoutez, nous, Merci on a beaucoup. foi que de cette Afrique-là, des soleils partiront de l'Afrique dans tous les domaines. Et ça commencera dimanche avec la victoire de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Tiens. Merci, André. Merci, Christelle. D'être là. Merci à tous. Merci, monsieur Hiche. Merci, monsieur Merci. Hiche. Et puis, on se retrouve demain pour la dernière de la semaine. C'est ça. Avant la grande fête du dimanche, ce sera Oh au là stade là. des Bimpe à partir C'est de magnifique, ça. 17h. Allez, à demain. Merci. Salut. Salut.